Selon une étude récente de PwC, 60% des dirigeants français pensent que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. Alors, dans un contexte où 6 limites planétaires sur 9 sont déjà dépassées, où 2/3 de la planète pourrait manquer d'eau et où 40% de la population vit sous un régime autoritaire, oui, les entreprises ont un rôle à jouer et leur modèle d'affaires doit nécessairement évoluer pour avoir un véritable impact sur leurs parties prenantes. Au-delà d'être rentables, les leaders de demain sont ces entreprises qui auront su tisser un lien de confiance unique avec leurs parties prenantes. Ce lien, c'est ce qu'on appelle leur capital social. Je suis Nathalie Descoux. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui, par vision, conviction ou tout simplement pour une question de survie, ont repensé le modèle d'affaires de leur entreprise ou leur industrie pour le rendre plus durable. Quel a été leur détonateur ? Comment ont-ils fait ? Quel impact sur leurs parties prenantes ? Quelle valeur cela a-t-il créé pour l'entreprise ? Ensemble, nous découvrirons les business models du futur et tenterons de vous inspirer pour que vous aussi, vous transformiez votre entreprise, votre marque ou encore votre direction en vue de générer plus de valeur et plus d'impact pour vos parties prenantes. Vous écoutez Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Bienvenue! Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Imaginez l'un des plus grands business angels français qui, en pleine pandémie, décide de planter des pistachiers en Provence. Un pari improbable, pas pour Charles César Damat. Derrière ce choix, un projet audacieux et durable. Produire de la pistache verte, bio, 100% française et haut de gamme, destinée à la gastronomie. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger avec celui qui a misé sur ce qu'on appelle l'or vert, à la française, et qui ambitionne de rendre l'investissement éthique, durable et rentable. Charles César, bienvenue au micro de Capital Social. Je suis absolument ravie de vous recevoir aujourd'hui. Enfin, en l'occurrence, c'est vous qui nous recevez pour cet épisode très spécial, puisqu'on a le plaisir d'enregistrer cet épisode à Gréoux-les-Bains, au domaine du Clos de Venson, ici même où vous cultivez ce trésor provençal, la pistache verte premium. Alors, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une question sur votre parcours, qui est quand même assez atypique, si vous le voulez bien, parce que c'est vrai que vous avez eu 1000 vies. Quand on regarde un peu votre trajectoire, d'abord, je fais un peu le parcours. Vous démarrez dans les années 2000 dans les médias, chez M6 et BFM TV, avant de vous réinventer dans la restauration, puis dans la viticulture raisonnée. Et en 2015, vous fondez le groupe Damat, une holding d'investissement éco-responsable qui comprend une vingtaine de sociétés, si je ne me trompe pas, en propre ou en participation, dans des secteurs diversifiés, avec toujours ce fil conducteur de la protection de l'environnement. Et puis arrive 2020, et vous allez nous en reparler, arrive 2020, la Covid, et là tout va changer pour vous. Vous décidez effectivement d'acquérir le Clos de Venson, où on se trouve aujourd'hui, magnifique domaine en Provence où nous trouvons donc, pour y planter 10 hectares de pistachiers, avec ce rêve un peu fou mais bien réel de faire de la pistache française une référence gastronomique. Alors, ma première question, c'est comment on passe de producteur télé à producteur de pistache ? Elle était facile cette transition. Mais Nathalie, je suis enchanté d'être à votre micro et merci d'être venue jusque dans nos contrées lointaines, mais finalement c'est facile. C'est rapide. Exactement. 3 heures 3 heures de TGV. 3 heures de TGV, 25 minutes d'autoroute, et voilà. Vous êtes au Clos de Venson, vous êtes au milieu de la nature, de la garrigue, au milieu de la vraie vie, en fait, pour moi. Magnifique. Pour nos auditeurs, il y aura des photos sur les réseaux sociaux, mais absolument lieu magnifique. Oui, puis il y a notre page Instagram aussi. Enfin, ça, je fais pas de promo, mais c'est toujours intéressant d'aller voir. Et écoutez, vous avez fait une synthèse intéressante et condensée. Comment on passe de producteur de télévision à producteur de pistaches. Je vais m'étendre un peu justement sur effectivement, j'ai commencé, sorti d'école de commerce, j'ai commencé à travailler chez M6 à la distribution, donc j'ai appris moi en fait les rouages du commerce, dans les médias, puisqu'on vendait des catalogues, la vente était toujours au cœur de mes métiers.
Et on est venu me chercher chez Lagardère pour monter la première chaîne de rencontres. Je peux allez-y, on est là pour ça, on a tout le temps, on est en Provence. Je vous raconte ma vie, exactement. Ouais. Et en fait, le CSA nous avait donné 3 mois, et c'était un pari un peu fou, et on a lancé la première chaîne de rencontres avant Marc Simoncini, je vais bien lui préciser à chaque fois. Petit détail, mais qui a son importance. Oui, parce que on est dans les listings à chaque fois, toujours à une place ou deux, mais ça a son importance. Voilà, on avait lancé la rencontre avant Mythique, et en fait, ça a cartonné. Ça a tellement cartonné que j'ai monté ma propre société de production en 2005 et production télé, audiovisuelle, qui s'appelait Arcès Productions, et que nous avons liquidé en 2012 avec 28 salariés parce que trop explosion, mauvaise gestion de ma croissance, trop de boulot, la tête dans le. Et c'est une expérience incroyable parce que passer j'ai attaqué directement avec 8 salariés, j'avais engagé des milliers de personnes en fait pendant près de 7-8 ans. Et puis c'est surtout les rencontres. Ça m'a permis de rencontrer énormément de gens. Il y avait une émission que j'avais créée qui s'appelait Face à l'auteur. Ouais. Et qui m'a fait interviewer peut-être 1500 auteurs. Quand je parle d'auteurs, c'est écrivain, mais il y avait aussi des auteurs de cinéma, des auteurs de. Il y avait aussi il me parlait en ce moment, il parlait d'Édith Cresson à la télévision, ça me fait rire parce que je l'ai eu en face de ma caméra. Ouais. Et lors d'un salon du livre, c'est quand même assez amusant d'avoir ce monument qui était au Champagne à 9h du mat, ça il faut pas le dire, mais c'était. Personne n'écoute. Personne n'écoute, donc. C'était en fait, il y a Jacques Attali par exemple quand j'ai interviewé, j'ai rencontré plein de personnalités multiples et qui m'ont toujours nourri d'histoires, d'anecdotes. Et quand on vient de la publicité, vous en savez quelque chose, on aime les anecdotes, on aime les petites choses différentes, on aime le petit plus en fait. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un chef d'entreprise et un entrepreneur? C'est qu'un entrepreneur, il va déceler le petit plus qui va faire que les gens vont s'intéresser ou pas, parce que naturellement il y a beaucoup d'échecs, mais il faut aussi faire beaucoup de tentatives, et c'est ça. Alors qu'un chef d'entreprise, pour moi, c'est un pion qu'on place ou qu'on déplace, ou on est chef d'entreprise parce qu'on doit gérer. Alors que l'entrepreneur, c'est vraiment le porteur de projets. C'est en fait ça. Il y a plus de différence entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il vit son projet. Et donc, en tant qu'entrepreneur, ce qui m'intéresse, on peut peut-être revenir, c'est sur 2020. La Covid arrive. Ouais. Et là, vous l'avez très bien dit, votre parcours, vous étiez dans tous ces milieux de production, etc. Vous aviez un parcours entrepreneurial. Et il y a presque un parcours initiatique qui va vous arriver, qui vous emmène en fait là où on se trouve aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous le raconter un petit peu ? Alors effectivement, ça a été une sorte de révélation. Et je savais qu'il y aurait des conséquences, mais je ne savais pas de quelle façon et comment. Et j'avais fait un cash out j'avais fait un beau cash out en 2019, donc j'étais assez liquide. Et pour les non initiés, ça veut dire que j'avais de l'argent. Ce qui est important. Et quand on a de l'argent, en fait, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un peu comme le gagnant du loto. Qu'est-ce que vous faites si vous gagnez tant ? Et donc on découvre quelque chose qui s'appelle la satiété financière. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait rêvé de faire, et en fait, et qu'on a encore de l'argent, on se dit, en fait, tout ça c'est superflu, ça sert à rien. Donc crise de sens, quoi. Exactement. Il y a une crise de sens. Ouais. J'aurais envie de dire, il faut la vivre. Ouais. Mais c'est compliqué. Ça me rappelle Loana qui me disait, tu devrais faire le loft, c'est absolument génial. Il faut le dire. Autre expérience. Oui, c'est une autre expérience. Et je dis merci beaucoup Loana, mais je n'ai jamais fait le loft. Et donc vous arrivez en 2020, vous posez plein de questions. Donc je reviens sur 2020. Et alors en fait 2020, on décide de partir avec mon épouse. J'avais déjà visité le Clos de Venson. J'avais déjà visité le Clos de Venson parce que je voulais revenir en Provence. Mon père toute ma famille du côté de mon père était provençale, et lui était parti à Paris, et moi je suis né à Paris, et j'ai vécu le prisme de la Provence à travers
à travers Paris, à travers une vieille tour que j'ai toujours à Volx, à côté de Manosque. Et donc, je voulais revenir. Je voulais que mes enfants reviennent sur les terres familiales. En fait, c'était pour moi... L'appel des racines. Ouais, l'appel des racines. Pour moi, c'est très, très important. Les racines, pour moi, sont essentielles puisqu'elles elles permettent de savoir... Quand on sait d'où on vient, on sait à peu près où on va. Ouais. Et ça, c'est très important. Ouais. Parce que ça évite de se perdre. La vie est longue, elle est pleine de rebondissements. Surtout les jeunes générations qui arrivent et qui sont tout fous et qui veulent aller découvrir le monde entier, qui veulent tout voir, tout. En fait, sans racines, c'est très facile c'est très facile de se perdre. Ouais. Et ces racines, elles ont été plus impressionnante que ce que je pensais en fait. Okay. C'est-à-dire que c'est vraiment ce retour à la terre. Je suis parti donc pour revenir, on digresse. C'est le but du podcast. C'est le but du podcast. Capital social, c'est ça. C'est ça. Et alors donc j'avais visité cette propriété. Je pensais, comme j'ai une société de distribution de vin raisonné, de vin bio, qui m'avait déjà mis le goût et l'appétence au travail bien fait, au travail discret, lent mais bon, ouais. avec des visionnaires, avec des types qu'on prenait pour des fous et aujourd'hui qui sont qu'on considère comme des génies, en tout cas dans le monde du vin. Ouais. Vous pensez à qui je pense à Jean-Luc Isnard qui est sur le domaine de Solence à Carpentras c'est initiatique quand on va chez lui. C'est un homme qui est fabuleux parce que s'il vous apprécie, il vous emmène dans son univers et maintenant il donne des conférences dans le monde entier. Alors qu'au début, quand il a commencé à planter en biodynamie, on l'a pris pour un fou. Ouais. On disait il est zinzin, quoi. C'était le fada. Et pas du tout. Au contraire, aujourd'hui, ces vins sont exceptionnels. Quand vous avez j'ai visité les caves de Silex, comment ça s'appelle, à côté de Sancerre. Je perds le nom. Enfin bref, on est presque dans l'ésotérisme. Ouais. C'est des gens qui en fait sont dans leur coin, ils font leur vie, ils poussent, c'est comme des alchimistes en fait. C'est des visionnaires quoi en fait, qui ont une certaine vision. On dit d'un visionnaire quand il y arrive. Ouais. Quand il n'y arrive pas, on dit c'est ça, on dit c'est un fou. Ouais. Et du coup, vous étiez un peu dans ce. Et alors, moi j'étais dans la recherche, j'étais dans la quête de sens. Moi. Ouais. En fait, j'étais vraiment c'est-à-dire que pour moi l'investissement pour la rentabilité ne m'intéressait pas. Il fallait une additionnalité. Ouais. Et c'est devenu une drogue en fait. Et c'est devenu une drogue. Et quand donc je vous raconte cette histoire que je vais finalement arriver à vous raconter. On était donc en 2020. On part 15 jours avec ma femme et mon fils qui a d'1 an et demi pour prendre des vacances à l'île Maurice. Et dans un cadre fabuleux, génial, on se libérait enfin de toute la charge mentale et on a atterri le 2 mars. Et le 2 mars 2020, je ne sais pas si ça vous parle, mais le 16 mars 2020, il y a eu un petit truc qui s'est passé mondialement. truc qui s'est passé mondialement, c'est-à-dire un lockdown en France et partout. Et ça a été redoutable parce qu'en fait au début on s'est dit mais nous c'est génial, on est au paradis tandis que les autres sont en train de vivre l'enfer. Et on était dans un hôtel qui était drôle comme tout parce que j'étais avec Sheila et j'étais avec François Cluzet et sa femme et son épouse Nargis. D'accord. Et on se retrouvait tous les soirs à se demander qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on rentrait pas. Incroyable. C'était vous avez été confiné avec François Cluzet. J'étais confiné avec François Cluzet et Sheila qui venait de demander son mari. Je crois qu'elle a dit, je sais pas s'il a divorcé depuis ou pas. Enfin, c'est un bon début ce serait un bon début de polar ou ça aurait pu être un film. Il y avait un film comme ça qui s'appelait le ONU à l'époque où ils étaient coincés dans un hôtel de luxe et il y a la guerre qui éclate et ils sont coincés dans l'hôtel. Nous on vivait un peu la même chose quoi. D'accord, donc vous êtes coincés en plein Covid. On est coincés en plein Covid dans un hôtel génial dans le nord de l'île et on se demande tous les jours qu'est-ce qu'on va faire. On suit l'actualité. Alors on décide tous de rester une semaine supplémentaire. Le Grégory, le fabuleux directeur nous dit je vous fais moins 50% sur la dernière semaine. Il avait bien raison puisque de toute façon il n'y avait plus aucun touriste. Vous étiez tout seul quoi. On était tout seul. Et puis surtout ce qui était génial c'est qu'il n'y avait pas la Covid à l'île Maurice jusqu'au
moment où, naturellement, un local a eu la bonne idée de rentrer, de passer la douane en douce parce qu'il connaissait tout le monde et d'aller à l'enterrement d'une grand-tante et d'embrasser toute la famille. Cluster. Et la cluster, mais et puis pas le petit cluster, là, c'est le cluster avec l'armée, c'est le cluster on n'est pas en Europe, hein, et ils ont fermé tous les magasins, tous les restaurants, tous les hôtels, ils ont tout fermé. Ouais, donc là, le rêve se transforme en cauchemar. Le rêve se transforme en cauchemar et on voit vraiment le masque qui tombe. Les touristes ont été mis dans des camps. Enfin, vraiment, c'est ce que j'appelle des camps, pardon pour la marque Pierre et Vacances, mais c'était par rapport à ce qu'ils vivaient, ils se retrouvaient vraiment dans des petites chambres où ils avaient le droit de sortir 2 heures par jour pour faire le tour de la piscine. Ils n'avaient même pas le droit de se baigner. Ouais. Donc, c'était pas du tout sympathique. Ouais. Comme c'était vraiment de la prison, c'était presque de la prison, quoi. Et interdiction de se balader naturellement. Et moi, on m'avait, grâce à une amie que je remercierai jamais assez, on m'avait dégoté une villa et dans laquelle est resté juste le jardinier. Tout le monde avait fui et moi j'ai loué la villa pendant 1 mois et demi. Donc je suis resté 57 jours là-bas avec ma femme et mon fils qui ne sont pas sortis de la maison pendant 1 mois. Ouais. Et moi je partais au marché noir avec le jardinier qui était un homme que je porte profondément dans mon cœur. Et parce qu'on vivait quelque chose d'absolument incroyable. Ouais. L'argent n'avait plus de valeur. Ouais. Tout fonctionnait au troc. Ouais. Lui, il allait pêcher des palourdes. Il avait été pêcher des palourdes pour trouver un lit d'enfant pour notre fils. Ah ouais, et non, mais c'était fou. C'est-à-dire qu'on passait vraiment on passait du grand luxe en mode survie et en mode troc. Et donc là, ça résonne avec cette crise de sens qui commençait à naître déjà chez vous, oui, de se dire. Ça enfonce le clou. Enfin, quand je dis ça enfonce le clou, c'est que quand je suis arrivé finalement au bout de 57 jours, on a décidé de vivre sur la Côte d'Azur. Avec mon épouse à Valoris et on a loué une maison parce qu'il fallait louer une maison à l'année. On pouvait pas louer et on y est toujours d'ailleurs et tellement on s'y sent bien. En fait, quand je suis arrivé avec mon fils dans un supermarché pour faire des courses, lui il est devenu fou. Ouais. Mais quand je dis fou, c'est-à-dire il voyait tellement de choses, c'était l'abondance et moi j'ai cru que j'allais pleurer. Ouais. C'est-à-dire de pleurer d'une émotion. On est submergé d'une émotion du trop plein en fait. Ouais. Il y avait trop. Ouais. Quand moi je m'étais battu, on avait le droit à un yaourt. Quand ils ont réouvert les supermarchés, on avait le droit à un yaourt par personne. Ouais. Et quand vous avez vu ça en fait, et vous avez le droit d'aller que 2 fois dans l'année, dans la semaine au supermarché. Ouais. Et pour ramener votre yaourt, enfin c'était, moi un jour on m'a coupé la tête d'un poulet et on m'a donné le poulet. Ouais. Et à vous de vous débrouiller quoi. Ouais. Et puis on pouvait pas boire l'eau du robinet, donc il fallait se débrouiller pour trouver des bouteilles d'eau. Donc là vous vous dites un peu quelque part, c'est vrai que la Covid est un événement extraordinaire, mais quand même ça résonne chez vous de se dire je suis un peu prisonnier de la nature et de ce qui arrive et il y a un truc qui commence à cheminer chez vous d'après ce que... Alors pas prisonnier de la nature, prisonnier de la planète en fait. Ouais. Et il y a cette prise de conscience de se dire en fait on peut pas s'échapper. Ouais. On a tous les moyens du monde, on peut aller où on veut et en fait on peut aller nulle part. Ouais. On tourne en rond. Ouais. Et donc il y a là ça enfonce le clou, c'est-à-dire que comme j'ai déjà dit, aujourd'hui je me suis mis à investir dans beaucoup de projets, notamment mon premier je voulais pas investir dans les startups, pour moi c'était trop chronophage, chronophage et surtout burn cash, ouais. Mais pourtant mon premier investissement ça a été d'être le premier investisseur d'une startup qui étudiait le climat. Okay. Et le climat a 20, 30, 50 ans. D'accord. Et elle s'appelait comment cette startup? Elle s'appelle The Climate Company. Okay. Et j'ai investi poussé par une amie qui m'a dit écoute, c'est l'avenir, c'est vraiment là pour l'avenir, c'est pour l'avenir de nos enfants. Et cette startup qui existe toujours analyse le climat à micro-échelle urbaine. D'accord. C'est-à-dire vraiment à 1 mètre près, je peux vous dire, par exemple, l'achat de votre maison qui est le plus gros achat de la vie d'une personne, on fait faire un DPE intérieur, mais on n'a pas un DPE de climatique. Ouais. On ne sait pas ce qui va lui arriver sur les 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ouais. On dit allez vous balader sur Géorisque, mais vous ne trouverez aucune information. C'est un peu ce que fait AXA Climate avec Altitude en fait. Il commence. Ça, il commence. Mais sauf que nous, à l'époque, quand j'ai investi, c'était en 2021. Ouais. Et on était vraiment précurseurs dessus et on reste encore aujourd'hui les meilleurs au niveau de justement toutes les analyses. Et en fait, c'est là où
de fil en aiguille, chaque investissement devait correspondre à, en fait, on réfléchit en puzzle. Ouais. Et toutes les briques se mettent, s'enchaînent, enfin tous les morceaux s'encastrent exactement. Et on a une vision. Moi, j'ai ma vision. Ça peut être. Et c'est quoi votre vision du coup? Vous dites beaucoup sur votre holding cette logique de l'investissement durable, éthique et rentable. Voilà. Quand je suis arrivé dans cet univers, et ça me fait beaucoup rire, je l'ai trouvé l'autre jour sous la douche, mais c'était, on n'avait pas le droit de dire éthique, durable, rentable. C'était un gros mot en fait. Ouais. La rentabilité est un gros mot. Il fallait penser plutôt éthique, durable, subvention, subventionnable. Ouais. C'était comme ça que ça fonctionnait en fait. Et moi j'étais un chef d'entreprise, enfin j'étais un entrepreneur et justement pas un chef d'entreprise. Et en fait j'ai toujours appris à compter que sur moi-même, sur mes ventes, sur ce que j'avais jamais emprunté d'argent, ou j'empruntais très peu d'argent. Ouais. Je vivais que avec l'argent que je ramenais ou que je rapportais, ou les contrats que les ventes, quoi, exactement. Donc pour moi c'était normal en fait quand on crée un projet qui soit rentable, puisque ça allait nous permettre de le développer. J'ai reçu mes premières subventions l'année dernière parce que on a eu la PAC l'année dernière, alors que je suis agriculteur depuis 5 ans. Et là maintenant j'ai un directeur financier que vous avez eu la chance d'avoir en ligne tout à l'heure. Ah oui. qui était vraiment pas programmé. Je précise, c'était l'appel dans la voiture qui m'a amené au domaine pour nos auditeurs, mais je ne connais pas le directeur financier. Et qui n'était absolument pas prévu et ça faisait vraiment. C'était ce qui est vrai. On avait l'impression que c'était calé pour que effectivement j'ai la version du financier, mais je précise aux auditeurs que ça n'était pas calé. C'était pas calé et c'est vrai qu'on est en train de faire aujourd'hui une levée de fonds sur les mois qui arrivent complètement nouvelle, avec des nouveaux modes de fonctionnement et des fonctionnements modernes. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous parlez de vision. Ce qu'on appelle les banques à papa aujourd'hui, c'est fini. J'ai des jeunes autour de moi qui sont devenus multimillionnaires en quelques jours dans une cave parce que ils avaient des cryptos et c'était de l'argent magique et ça a rendu les gens dingues. Et on disait ce matin en rigolant avec une amie et que ChatGPT nous aidait énormément dans notre travail, mais parce qu'on savait quoi lui demander. Bien sûr. Et je lui disais que les générations futures allaient lui demander je veux être très riche en étant influenceur. Comment je fais? Mais là vous touchez un point intéressant parce que c'est justement la finance, c'est vrai pour la recherche de financement pour toute start-up, tout entrepreneur, mais d'autant plus dans le secteur agricole, c'est un vrai sujet. Donc ça m'intéresse d'avoir votre point de vue d'entrepreneur et de se dire vous, par exemple, vous êtes venu ici pour planter des pistachiers, vous le dites très bien, vous l'avez fait sur fonds propres au début. Toujours. Et toujours. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément les fonds propres. Et du coup, comment on réinvente un peu la finance pour justement être suivi, quoi, en fait? En fait, c'est même pas forcément la finance, c'est tout un modèle qu'il faut réinventer. Moi, j'ai toujours été un grand défenseur de l'agrotourisme italien et qui permet aux exploitations de vivre, de faire découvrir. On est aussi dans le même concept finalement que le fabricant de lampes qui va faire relais colis. Parce qu'en fait, ça l'embête de faire relais colis, mais ça fait découvrir toutes ces lampes. Ouais, bien sûr. Et on est exactement dans le même système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un domaine agricole, il ne peut pas vivre que de sa production agricole. Il faut se diversifier. Exactement. Alors soit c'est une danseuse parce qu'on a un vignoble, parce qu'on est un acteur, parce que c'est quelque chose. Voilà, on a le vin et tout le truc. Et encore en ce moment, le vin n'a plus la cote et les modes. Et ça on le voit. Les modes de consommation sont en train de changer. La baisse complètement. Voilà, ça va devenir quelque chose presque de marginal, quelque chose qui était dans le commun des mortels, enfin qui était quelque chose de comme le diesel devrait disparaître. Vous voyez, du coup, c'est intéressant parce que ce que vous faites, vous le faites très bien. Vous m'avez montré le domaine ici. Vous avez
diverses activités. Vous avez Exactement. les pistachiers, les oliviers. Alors, on a les pistachiers, les oliviers, on a surtout un lodge, qui est le premier truc que j'ai fait refaire avec le goût de ma femme qui est assez sûr et qui fait qu'on est complet d'avril à octobre. Et ça, c'est magique parce que les gens viennent ici parce que c'est une parenthèse enchantée. Ça fait 1 heure que vous êtes ici et vous vous rendez déjà même plus compte du temps. C'est vrai. Parce que le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Il y a vraiment un côté vraiment magique ici qui fait que le temps s'arrête. Et on a maintenant développé les mariages. Donc, on a fait notre premier mariage cet été. Ouais. Donc, j'ai fait des travaux, réaliser des travaux pour pouvoir se marier vraiment de la façon la plus authentique, la plus bucolique, on l'appelle un peu la petite Toscane, le domaine avec ses cyprès. Ça ressemble un peu. Exactement. Ouais. Donc, mariage sous les oliviers, avec des. Ici, on m'a dit, oh là, tu vas avoir un problème avec l'agriculture parce qu'il y a 2 vents contradictoires, donc il pleut jamais. Mais d'une faiblesse, on en a fait une force. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il ne pleut jamais, donc c'est génial. Donc on peut faire il fait toujours beau. Ouais. Donc on fait des mariages, c'est garanti en fait. Mais dans une logique de business model, c'est parce que il faut diversifier les revenus et que ça permet effectivement de financer notamment ce que tu fais sur la partie agricole. Ou ça va aussi plus loin de te dire tu as une envie de créer un truc un peu holistique, d'expérience, tu vois, d'expérience qui va au-delà de je produis de la pistache. Tu as entièrement raison. Au fil du temps, en fait, tu sais, c'est un peu comme un peintre. Il commence à dessiner, il commence à peindre, mais en fait, il sait pas vers où il va. Ouais. Tu vois, il revient avec des idées, il remet des touches, il change, il façonne en fait. Ouais. Et en fait, ce domaine, je le façonne. C'est-à-dire que un jour j'ai une idée, puis d'un coup j'ai dit on va faire ça, et puis le lendemain je vais dire non, finalement on va faire ça, et puis finalement je reviens à mon truc, et puis à force de se poser 50 questions, on trouve on se trouve un chemin naturellement, et les gens, parce que tout le monde parle, les gens adorent parler, et c'est nous aussi on adore parler. Nous on adore parler, et en fait voilà, on dit ah bah là finalement c'est là tu touches quelque chose d'intéressant, et c'est vrai que j'étais, comme je te le disais, j'ai été nommé vice-président du pôle de compétitivité Innovalliance dans le sud de la France, qui fait Vallée du Rhône, Corse, par région PACA, Occitanie. D'ailleurs, l'Occitanie est très très intéressant parce que, notamment pour la pistache, on en reviendra, mais eux, pour le coup, ils doivent se réinventer complètement. Ils ont des milliers d'hectares de libre. Et ils vont arracher justement les vignes et tout ça. Et le pistachier, c'est pour l'Occitanie, ça va devenir Ça, c'est une super question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est ici donc en Provence. Est-ce que la pistache est liée au climat qu'il y a ici, dans ce lieu très particulier, etc. Ou est-ce que toi, tu penses que ça peut totalement s'étendre en fait dans d'autres régions, d'autres. Tu peux complètement l'assimiler au vin, en fait. Ok. Je te dirais, compare ça à du vin. Ouais. Si tu me posais la même question avec du vin, tu as du vin à Bordeaux, tu as du vin en Alsace, tu as du vin en Bourgogne, dans la Loire. C'est pas les mêmes cépages, c'est pas les mêmes climats, c'est pas les mêmes. La pistache, c'est exactement la même chose. D'accord. C'est-à-dire que l'altitude, le nombre de jours de froid, le sol, l'exposition, il y a plein de paramètres. Quel porte-greffe tu vas mettre, qui va prendre ou qui va pas prendre, parce que tu es obligé d'avoir des porte-greffes qui sont d'ici, tu vois, du coin pour que ça tienne. Et nous, on a eu une chance sur le Devançon, et ce qui en a fait une pistache exceptionnelle en fait, c'est que les terres que tu as vues ce matin, quand je l'ai acheté, c'est des terres agricoles qui n'avaient pas été exploitées depuis plus de 20 ans. D'accord. Et tous les moutons venaient paître tous les ans et faire tout le domaine. Donc en fait, en éco-pâturage. Oh là là, quand on a retourné notre premier hectare de terre, elle était grasse, elle était sublime. T'avais des sols hyper vivants. Quoi, écoute, en fait. comment expliquer qu'un Parisien pure souche puisse prendre son pied à caresser une motte de terre, son pied de pistachier. Son pied de pistachier. C'est interdit au moins de 12 ans, j'espère, l'émission. Et en fait, je te promets, je n'ai jamais eu autant d'émotions que depuis que je travaille dans l'agriculture. C'est-à-dire que
Il y a la naissance de mes enfants, naturellement, chérie, Évidemment. si tu écoutes le podcast. Évidemment. Mais c'est la même chose, c'est tes bébés pistachiers. Tu vas les voir. Moi, le premier truc que je fais quand j'arrive ici, c'est que je descends voir mes pistachiers. Ouais. Je descends voir comment ils vont, je caresse les feuilles, je caresse c'est tactile, c'est... Alors justement, tu c'est me un truc les de as fou. montrés. C'est vrai qu'on sent cette passion qui est énergisante, je trouve, et ça fait vraiment plaisir. Donc, tu as 10 hectares aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, pour ceux qui, peut-être comme moi au début, avant d'entamer la discussion, connaissaient pas forcément le cycle de vie du pistachier, c'est quoi? C'est-à-dire, à partir du moment où tu plantes, qu'est-ce que tu plantes? Comment tu fais venir en fait les plants? Ils viennent d'où? Il faut combien de temps pour avoir la première récolte? Et comment ça se passe en fait, le cycle de vie d'un pistachier? Alors, le pistachier pour l'apprenti pistachier pour les nuls. Dont je fais partie. Dont je fais partie, et je l'ai payé très cher. Mais ça a été une aventure. Ça a été une aventure nécessaire en fait, parce qu'en fait tu n'arrives pas et tu dis pas tiens je vais planter 30 hectares. Bam. Bien non. sûr. Ouais. Déjà tu dis voilà on va faire les choses step by step. Ouais. Ça va prendre du temps, ça va être long. Il faut être patient. Je sais pas où je vais. Ouais. Et tu commences déjà par des analyses de sol, des analyses climatiques. Okay. Justement avec ma start-up qui m'a dit bah tu vas prendre quand même 5 degrés sur 20 ans. Ouais. Donc voilà, c'est voilà ce qui va t'arriver, les écoulements de sols, la sécheresse des sols et tout ça. J'avais pas d'eau à l'époque en plus. J'avais pas d'eau sur le domaine. Hein. Donc ça c'était quand même un gros handicap. Oui, tu as fait venir, on le précise, tu as fait venir un forage. J'ai créé un forage. Ouais. Tu vois, on a foré et on a créé un forage et ça a sauvé le domaine. Ah oui, ça n'a plus rien à voir en fait. C'est quand l'eau en Provence, c'est une vieille histoire. Ouais. Et donc en fait, on a planté, on a décidé de commencer à planter 3 hectares de pistachiers. Donc déjà, tu as toutes les études de sol. Études de sol, études du vent, on a une station météo sur place qui analyse vraiment tout. Tu vois, tu calcules le nombre de jours de froid parce qu'il faut 100 jours de froid proche de 0. Il te faut 200 jours d'ensoleillement. Enfin, tu vois, c'est plein. C'est hyper précis. Ah, c'est hyper précis. Tu as un cahier des charges qui est très très précis. En fait, cahier des charges qui est du bon sens, mais qu'il faut connaître. Ouais. Il faut être à une altitude entre 300 et 900 mètres. Ok. Donc tu vois, n'importe qui ne peut pas non plus se dire bah tiens en Picardie je vais planter 100 hectares de pistachiers. Non, parce que un pistachier qui a les pieds dans l'eau il meurt. Ouais. Donc il faut que le sol soit drainant. Donc il faut aussi que tu aies un sol qui soit pas trop justement argilo-calcaire, mais qui soit drainant mais pas fixant quoi. Et une fois que tu as tout ça, tu dis bon bah quelle espèce de pistache je vais planter, qu'est-ce que je vais en faire et à qui je vais la destiner. Donc comme en plus c'est un marché émergent, les gens les gens ne se sont jamais autant posé de questions sur les pistaches que depuis que déjà il y a la barre Dubaï et la folie et puis la pistache française. Ouais. Quand on a commencé, ça fait 2-3 ans qu'on commence à en parler beaucoup dans les médias et on a fait quand même on a eu pas mal de télévision, on a fait pas mal de retombées quoi, d'articles, de retombées et tout. Donc les gens ça y est, la pistache aujourd'hui c'est un peu, ça commence à s'ancrer en fait dans les têtes. Ah ouais. Et puis c'est génial parce que c'est quelque chose que tout le monde aimait les pistaches en fait. Ouais. Et tu te rends compte naturellement que tout le monde a dit attends je prends des glaces à la pistache parce que bah voilà je précise que moi j'en ai toujours pris depuis toute petite. Ah ouais et bah il y en a une, je vais t'emmener en manger une là, à Gré-ou-les-Bains à l'Éclat chocolaterie, elle est 100% pistache de Bronté, tu n'as jamais vu ça, c'est incroyable, c'est fabuleux. Et mais vraiment et en fait et quand tu tombes dans la pistache, c'est un peu comme tu disais, leur vert, il y a un peu la fièvre. Mais aujourd'hui, tu es en concurrence avec la pistache d'Iran, la pistache de Californie. Non, j'ai pas de concurrence. J'ai pas de concurrence. Il y a déjà la pistache française, c'est la pistache française. Ouais. C'est la pistache française qui, comme là, on a cette force et cette puissance de l'image de la France qui fait qu'aujourd'hui on va comme si on allait vendre du sable aux Arabes, comme disait l'expression, moi je vais vendre des pistaches aux Arabes justement parce qu'ils veulent des pistaches françaises. Ouais. Et c'est ça tout le jeu en fait. C'est marrant, tes clients du coup, donc t'es pas mal à l'export ou tu vends c'est dans les tu sais on est encore au tout début. Donc mais dans une des pistes justement que nous sommes en train d'étudier,
et dont je pourrais te reparler par la suite, il y a justement ce principe de vendre. Ce serait génial, quoi. C'est parce que nous, on À importe Dubaï, beaucoup, on importe beaucoup de Et- pistaches. Exactement. Ouais. Et c'est ça qui est drôle. D'accord. Et en fait, c'est qui m'expliquait l'autre jour qu'il revendait du pétrole, il revendait justement du pétrole au pays et mettait transformé via le truc. Ouais. Et en fait la concurrence, il n'y a pas de concurrence parce que j'ai déjà moi 5 ans d'avance sur déjà tu plantes des arbres qui ont 1 an. Ouais. Tu prépares ton terrain, donc comme pour ce qu'on disait, tu prépares ton terrain. Après, tu plantes en hiver. Et tu plantes des arbres qui ont déjà 1 an. Ouais. Tu plantes pas des arbres de 2 ans, tu plantes pas des arbres de 3 ans, tu plantes pas. Voilà, il faut planter des arbres qui ont 1 an. Okay. Et là, tu vas les entretenir, tu vas les tailler, c'est long, ça demande pas beaucoup d'entretien. Il faut beaucoup arroser quand même, surtout dans les gros moments de sécheresse. Et moi, la première année, j'avais pas d'eau. Donc, je faisais ça à la tonne à eau. J'avais 3 hectares. Que tu faisais venir. C'était moi qui conduisais le camion avec la tonne à eau que je remplissais au robinet pour aller mettre mes 20 litres par pistachier, en plus en pleine canicule. Enfin, c'était... Non, mais c'est des survivants. Mes premiers hectares, là, ils ont survécu. C'est la résilience. C'est la vraie résilience. Mais en fait, le pistachier ne meurt pas. Okay. Alors, on a eu tu vois, par exemple, l'année dernière, on a eu le gel qui, en une nuit, nous a gelé tout le domaine. Ok. Donc, mes camarades vignerons, eux, ils ont perdu tout. Moi, j'ai même pas eu besoin de cueillir les pistaches qu'on retire, puisque même si tu as des pistaches, tu peux pas les commercialiser encore, tu les retires pour que l'arbre se développe. Ah ben moi, tout a été gelé en une nuit. Donc quand tu as vécu déjà tout ça, en fait, quand tu as vécu la sécheresse, ce machin, tout ça, l'arbre, lui, en fait, il bouge pas parce qu'il est fait pour... il est ultra résistant. Okay. Il se replie sur lui-même. Ouais. C'est le seul, il va avoir du stress hydrique, il va avoir du stress, tu vois, sur les températures ou tout un tas de choses. Il va puiser dans ses ressources. Il va se renfermer. Il va se renfermer sur lui, donc il va pas donner, tu vois, mais il va pas mourir. Ok. Tu vois, tu vas pas le perdre. C'est hyper résistant. C'est hyper résistant. Okay. C'est ça qui est génial dans le pistachier, en fait. C'est qu'en fait, aujourd'hui, j'ai en bon publicitaire, il faut toujours 3 mots. Et aujourd'hui, si tu me demandes 3 mots, je te dirais c'est anticiper, adapter et traçabilité. Okay. C'est vraiment les trois mots qui guident aujourd'hui, tu vois, ce que je fais et ce que je fais justement avec Innovalliance. Donc Innovalliance, pour t'en parler 2 secondes, c'est un pôle de compétitivité qui regroupe les gros acteurs des filières végétales. Ouais. Donc ça peut être, il y a les cosmétiques, il y a des industriels, des Arco-Pharma, t'as des universitaires qui sont là, t'as des chercheurs. Donc tu vois, c'est vraiment un pôle de réflexion pour l'innovation et la production. De la région, quoi. Enfin, enfin, même plus que de la région. Parce que tu vois, on a des Suisses qui sont là, t'as Gévaudan qui est là. Et en fait, c'est fabuleux parce qu'à chaque fois que tu discutes avec une personne, elle t'apporte un nombre d'idées. Et ça va très vite. Ouais. Ça va très vite et tu touches tout de suite les bonnes personnes. Tu perds pas ton temps, en fait. Quand tu vas... Il y a peu d'adhérents, mais c'est des adhérents puissants et efficaces. Travailler de façon un peu systémique, c'est-à-dire qu'une innovation développée peut servir... Bien sûr, bien sûr. En plus, la BPI aujourd'hui adore ce genre de combo, c'est-à-dire qu'il y a un producteur qui va s'associer avec un laboratoire, qui va s'associer avec une tierce personne, et là la BPI va financer 50% de tout le projet, tu vois. Donc on encourage justement l'innovation. Et dans les périodes de crise, moi j'ai toujours appris que c'est la R&D, la recherche et développement qui sauve en fait les boîtes. Comme la communication sauve aussi. On te dit toujours que on te dit que les premiers budgets à zapper quand t'es en période de crise, c'est la com, mais au contraire, en période de crise, il faut communiquer. C'est-à-dire les autres meurent, moi je suis là. C'est très très important en fait. Et voilà, là, c'est un peu tout ça. Tu vois, j'ai beaucoup de choses dans la tête, très bien. Comme tu le vois. C'est difficile de me canaliser. Et c'est tant mieux. Et c'est difficile de me canaliser. Mais on est en train de faire. Tu t'as entendu l'émotion tout à l'heure de mon DAF au téléphone, en fait. Je l'ai intégré au groupe. Et en fait, il vit. Il vit le truc avec nous et en fait les gens qui travaillent, tous les gens que j'adore et que je remercie et qui travaillent avec nous vivent l'expérience, vivent l'émotion, vivent le truc.
ça me rappelle, c'est assez vrai dans tout ce qui est un peu les sujets agro, c'est-à-dire que tu vis vraiment avec les sols vivants, tu vis avec ton produit, tu vis le cycle d'évolution. Quand il y a des gels, ben, c'est terrible. Donc il y a ce côté très affect en fait qui est... c'est ça. Avec, tu vois, il y a des animaux aussi, c'est la même chose. Tu vis avec tes bêtes, tu vis avec tu es en vie et tu te sens en vie. Et ça c'est quand même toi qui cherchais du sens pour recouper avec le début de l'interview, c'est quand même quand même pas anodin. C'est exactement ça, tu sais, c'est intéressant, mais je vais te raconter un truc qui m'a frappé. Après, j'étais à la confirmation. Je suis de confession catholique, et j'étais à la confirmation de mon petit filleul et neveu il y a quelques mois. Et quand tu vas à la messe, tu t'es toujours là, tu fermes les yeux et puis tu demandes toujours plein de choses, protéger, faites ceci, faites là, ça. Et ce jour-là, je suis arrivé, ça faisait longtemps que j'avais pas été à la messe, c'est pas bien. Et là, je ferme les yeux et en fait, le premier truc que j'ai vu, en fait, c'est merci. Juste merci. Oh, écoute, tu sais, c'est fou. Ouais. J'avais rien à demander. Mais t'as trouvé ton sens. J'avais juste, tu vois, c'est vraiment, je te raconte ça parce que ça a été vraiment un truc très fort en fait. Parce que j'avais rien à demander, j'avais rien à associer, j'avais juste à dire merci. Ouais. Tu vois, et c'est arrivé là en fait, moi qui ai fait, comme tu dis, j'ai eu 1000 vies, j'ai fait vraiment énormément de choses. J'ai travaillé la nuit, j'ai eu des bars de nuit, j'ai eu des restaurants, j'ai fait énormément de jobs, même de petits jobs. J'ai vécu à travers les sociétés qu'on allait visiter, interviewer, comme ce que tu fais aujourd'hui. Tu vois, en découvrant le domaine, tu apprends tu vois toute une histoire, tout un truc, et tu cherches ta place finalement. Et en fait, à Paris, on t'empêche beaucoup de trouver ta place. Il y a énormément d'artefacts, tu vois, je sais pas si c'est bien employé, mais il y a énormément de contre-feux qui t'empêchent en fait d'aller dans telle ou telle direction. Et c'est vrai que ça peut faire peur de prendre du recul, de s'éloigner. Mais je comprends moi, je suis incapable de faire du yoga, je déteste ça. Je fais pas de sport, je déteste ça. Et pourtant, je suis plutôt en bonne santé. Mais tu te balades dans 10 hectares de pistachiers. Je fais les 40 hectares mais en 4x4 à la texane, et en fait je bois plus une goutte d'alcool, je fume plus de cigarettes, j'essaye d'avoir de toute façon dans le sud tu as une vie équilibrée qui se fait naturellement parce que tu as des produits qui sont sains, qui sont bons, parce que tu ne te forces plus, et puis surtout tu prends le temps de discuter avec les gens, et ça c'est un truc qui est absolument génial. Je m'étais rendu compte qu'à Paris on avait une femme de ménage, et elle a travaillé, je sais même pas combien d'années, et on s'est dit genre avec ma femme, mais est-ce qu'on a un jour déjà discuté avec elle? Et elle me dit écoute, non. C'est-à-dire qu'elle arrivait, elle faisait le ménage, elle repartait, tout ça, elle était payée, machin, tout ça, mais en fait non. Ici t'as le jardinier qui vient, mais c'est 1h30 de café, de discussion, de prendre le temps, il te raconte les trucs et machin. Tu dis un truc très juste, je trouve, c'est que tu as dit le mot temps. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant dans ces investissements, justement, je reviens à ton credo, qui est un peu l'investissement durable, éthique et rentable. On oppose toujours le temps court et le temps long. Et je trouve que ce que tu as décrit est très... Quand tu dis « je veux dire merci », t'es dans le moment, quoi, en fait. Et il y a un truc la pistache te ramène un peu dans comment je fais pour être un entrepreneur rentable, donc de penser temps court, etc., mais éthique et penser temps long. Et il y a un peu de ça que je sens dans ce que tu complètement. racontes. C'est en fait, moi je suis confronté tous les jours, et là c'est un vrai combat pour le coup, sur le cycle de temporalité. Puisque j'ai appris, tu vois, dans toutes les sociétés dans lesquelles j'ai investi, notamment les usines, notamment le temps d'usine n'est pas le même que le temps agricole, que le temps d'une start-up, pour qui un mois
ça va être 10 ans pour un autre. Ouais. Le temps bancaire, parce que le créancier, t'as ceux qui veulent, ils ont fait le travail, ils veulent être payés. Ouais. Sinon, ils le font pas. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement. Et toi, alors que toi, t'es là, mais attends, Ouais. il faut le temps que je te... Tu vois, donc t'es confronté entre l'immédiateté et une vision à 10-15 ans. Et comment tu vois, si on reprend vraiment c'est ça que je trouve ça vachement passionnant dans ton business, c'est que comment tu joins ça? C'est-à-dire, tu nous l'as très bien expliqué. Tu as eu, et c'est vrai, c'est une chance énorme, des fonds propres pour pouvoir lancer le truc. Et en même temps, le pistachier, tu me l'expliquais, c'est-à-dire que le temps d'avoir ta récolte, ça demande du temps long, quoi. Tu vois, Exactement. il y a quelques années, rappelle-nous le temps de gestation, on va dire un peu. 5 ans, ouais. Voilà. Au moins 5 ans. Ouais. Donc, comment tu fais dans un business un peu, puisqu'on se parle de business model sur capital social, comment tu joins en fait un peu ce temps long et ce temps court? Comment tu arrives à être rentable par la diversification? T'en as un petit peu parlé. Voilà, il faut que tu aies des apports. Des apports. Ça peut pas être ton business premier. Ok. C'est impossible. Okay. C'est impossible. Il y a pas un banquier, il y a pas un investisseur, il y a personne qui te suivra sur. Si tu lui dis voilà, là, je veux planter 50 hectares de pistachiers. Parce que c'est du temps long, justement. Parce que c'est 7 ans. Et parce que c'est 6 ans. Le temps de rendement est beaucoup trop long. Mais bien sûr. Et que les mecs aujourd'hui, ils t'expliquent qu'ils ont triplé en 2 mois sur le Bitcoin et sur leur Ether. Donc le secret d'un business model durable, c'est forcément d'être diversifié sur une activité qui te rapporte du revenu. C'est d'arriver en fait à ce que ça soit, ça devient plus une passion non lucrative qu'une, comme quand tu vas jardiner quand tu vas faire ton jardin. Enfin, sauf moi, j'ai un jardin un grand jardin qui continue à s'agrandir et qui va continuer à s'agrandir. Ouais. Mais c'est pour ça qu'au début, en fait, j'avais pas non plus. J'avais pas la prise de conscience en fait du pistachier. On les avait plantés, ils étaient là, on a galéré, mais c'était pas ma vie, tu vois. J'étais sur plein d'autres business en même temps. Je courais de tous les côtés. J'ai fait alors là, les chefs d'entreprise les salariés font des burn-out, les entrepreneurs eux sont en surmenage. Ouais. Et moi, en 2023, j'étais en surmenage complet. Okay. Et donc j'ai pris un temps rien que pour moi, pour me reculer, pour faire le point, pour me couper du monde. Ouais. Et ça m'a sauvé. Ça a sauvé ma vie, ça a sauvé ma vie de famille, ça a sauvé mes business, ça a tout sauvé. Et j'en suis reconnaissant parce que tu sais, tout le monde veut arrêter de fumer, mais on n'y arrive jamais en fait. C'est juste qu'on ne fume pas entre 2 cigarettes, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, moi j'ai les cigarettes électroniques, mais c'est différent. La pipe, c'est bon pour la santé. Ouais. Et c'est toujours interdit au moins de 12 ans. On est d'accord. Je sais pas. J'imagine. Je plaisante. Et en fait, t'as beaucoup de gens qui ont envie d'arrêter, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie, mais qui n'ont jamais le moteur. Ouais. Moi, j'avais envie de quitter Paris, j'avais envie de partir vivre ailleurs, ma femme était pur produit du 16e arrondissement. Et de la Corse, puisqu'elle avait passion pour la Corse, mais qu'elle voyait à travers le prisme des vacances, en fait. Et c'est grâce au Covid qu'on a eu finalement cette opportunité un peu forcée d'aller vivre dans le sud. Et aujourd'hui, pour rien au monde, tu reviendrai, quoi. Mais voilà, mais ma femme non plus, et même mes enfants, pour eux, Paris, t'as trouvé c'est un autre lieu, pays. Quoi. Ah oui, mais et puis c'est magique. C'est-à-dire que en fait, tu te rends compte, tu arrives à Paris. Le premier truc qui me frappe, c'est le manque de visibilité, le manque de vue. C'est-à-dire de hauteur, tu veux dire, de vue. De vue. C'est-à-dire t'as vu ici les vues, tu vois la vue. Ah oui, physiquement, tu veux dire vraiment de pas voir le soleil se lever ou se coucher. Pour moi, c'est très vite en fait. Je sais par exemple, j'avais beaucoup d'amis à Dubaï qui me disaient quand ils revenaient en France, c'est du vert. Il y a du vert parce qu'ils voyaient. C'est la vie. C'est la vie, tu vois. Ils voyaient du vert. Ils voyaient
ce que nous on voit tous les jours. Enfin, tu vois, en tournant la tête. Toi, t'aurais vraiment du vert. Moi, je vois du vert. Moi, je suis de l'or vert. Moi, je vois du vert, du bleu et la neige. Et la neige aussi, c'est magique. Enfin, ne venez surtout pas dans les Alpes-Maritimes, ni dans les Alpes d'Haute-Provence, parce que c'est des pays affreux et il faut surtout rester à Nantes. C'est très bien Nantes. On embrasse les Nantais. On embrasse les Nantais. Non, j'aime beaucoup les Nantais en plus. Et on va rester à Besançon. C'est très bien Besançon. Voilà. On embrasse aussi les gens de Besançon. On embrasse aussi. mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc on comprend. Il y a un truc qui m'intéresse, c'est que je vois bien, tu arrives en 2020, pistachier, tu plantes le truc, tu te diversifies pour être rentable. Tu montes quand même, tu produis de la pistache 100% français, bio, premium. Ça, c'est important. Et ça en revient un peu à ce qu'on se disait, c'est-à-dire c'est aussi une façon de se différencier par rapport aux autres pistaches plus snack. Et ma question, c'est qui tes clients aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que tu es plus sur du B2B? Est-ce que tu es premium? C'est-à-dire, tu vas chercher des grands chefs, des pâtissiers ou enfin voilà, ou alors tu cibles aussi le C, le B2C. C'est quoi un peu ta stratégie et tes cibles et tes débouchés, quoi? Écoute, je vais te dire, j'ai ce qu'on appelle des problèmes de riches. Et j'ai reçu un email d'un de mes premiers clients qui m'a demandé si je pouvais le fournir et qu'il était prêt à m'acheter. C'était le pâtissier en chef d'Anne-Sophie Pic. D'accord. Et donc Anne-Sophie Pic à Valence, que tu connais, et Eric m'a appelé et il m'a dit: est-ce que vous pouvez me réserver déjà sur les premières récoltes? Génial. Donc j'avais pas eu le temps de dire ouf que. Donc les gens viennent à toi, en fait. Tu vois ce que je... Et de là, en fait, j'ai beaucoup discuté avec Guillaume Gomez, qui était le chef de l'Élysée, et avec qui on a beaucoup discuté, avec Clarisse Fréchon, qui est la femme d'Éric Fréchon. Et en fait, tous ces gens, naturellement, quand je suis allé avec mon épouse, on est avec Caroline, on est parti à Saint-Tropez faire la fête des chefs qu'ils ont lancée. En fait, c'était hyper sympa parce qu'on a retrouvé plein de copains chefs. Et en fait, c'est eux qui venaient vers nous. Ouais. Et pas l'inverse. Parce que la pistache est premium et donc excessivement qualitative, ou parce qu'il y a aussi un sujet de souveraineté de filière française. Mais parce que tu as tout résumé. Déjà parce qu'il y en a très peu. Parce qu'on est sur les premières productions. Donc en fait, il y en a très 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 peu. Les productions, elles sont confidentielles. Tu vois, on est vraiment sur les premières prods. Tu produis combien à l'année environ en termes de volume? Quand je dis confidentiel, c'est-à-dire que tu vois, on est même pas à 100 kilos la première année, mais c'est exponentiel, c'est-à-dire que l'année prochaine on sera sur 500-600 kilos et on sera une tonne dans 2 ans. D'accord, c'est très très rapide. Et après tu produis en moyenne, je parle net, c'est-à-dire écossais, tout ça, et après généralement tu produis à peu près une tonne l'hectare net. Une tonne net l'hectare, voilà. Quand tu es à 7-10 ans. D'accord. Donc, en fait, en termes de débouchés, c'est plutôt des clients très quali, chefs, un chef, pâtissiers, pour donner pour donner un ordre d'idée, un chef, il a besoin de 50 kilos pour faire un dessert pendant 6 mois. D'accord. Voilà. C'est en gros le ratio, tu vois. C'est en gros le ratio. Donc, mais en revanche, il veut une qualité qui soit premium, tout ça. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui des listes de souhaits. En fait, on fonctionne un peu comme Hermès, tu vois. C'est-à-dire que il y a un temps d'attente. Exactement. J'ai un temps d'attente et malheureusement c'est la nature. Donc tu ne peux. Nous on ne vend que ce qu'on produit. On a essayé de nous accuser de faire comment ça s'appelle, du négoce et tout ça. Ah non, ça je rassure vraiment tout le monde, vos auditeurs. La marque, le Clos de Venson, tout ça ne vend que ce qui est produit sur le Clos de Venson. C'est-à-dire que l'huile d'olive du Clos de Venson est produite ici. Si on fait 300 litres, si on fait 500 litres, ce sera 300 litres qui seront vendus, ce sera 500 litres. Si on fait une tonne de pistache, ou si on fait 500 kilos de pistache, ce sera 500 kilos vendus. Tout ça. On ne s'amuse pas à faire du négoce. Du négoce. Je suis en revanche actionnaire d'une très belle boîte sur la Côte d'Azur qui s'appelle la Halle des Chefs, qui elle travaille en B2B et fournit des produits premium
aux chefs et aux grandes tables. Okay. Donc en fait, on s'est trouvé justement autour de la pistache, puisqu'il était venu pour me rencontrer. Charles Martinelli était venu pour me rencontrer, pour m'acheter des pistaches. Okay. Et puis finalement, c'est moi qui suis rentré dans sa boîte. C'est génial. Et on s'entend très bien, on s'entend super bien. Et c'est un garçon absolument fabuleux qui vit vraiment sa passion, qui a un courage. Ça, c'est des vrais entrepreneurs, tu vois. Il est à 4 heures au volant de son camion. Il va livrer, il se fait envoyer des casseroles à la tête par les chefs parce que c'est le jeu. Ouais. Et il continue, il lâche pas, et il a une boîte qui est exponentielle elle aussi en termes de chiffre d'affaires, et surtout les maisons qui décrochent. Il a le Negresco, il a le couvent des Minimes, il a l'hôtel du Couvent, il a la petite maison à Nice, il a toute la chaîne de Méridien où il rentre là, on l'a fait rentrer à Monaco via une société que j'ai. Moi j'ai une société à Monaco aussi, et en fait tout ce qui touche devient de l'or, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les chefs veulent parce qu'il y a cette passion du produit. Ouais. Il gagne pas, il arrive même pas à se verser un SMIC. Ouais. Et tu comprends, ça c'est des gens, quand je les repère, ceux-là, je les lâche plus. Ouais. Je les lâche plus parce que je les fais rentrer dans la famille. Ouais. Et on va leur apporter, Simon, celui que t'as entendu, mon directeur financier, qui est plus heureux qu'un pinson, qu'un directeur financier qui est censé tirer la gueule et dire c'est n'importe quoi ces chiffres. Lui au contraire il est heureux. Ouais, c'est top. Ouais, t'es endetté mais c'est pas grave. Ouais. C'est génial parce qu'en fait ça, tout le monde a le sourire. Ouais. Tu sais, en fait l'argent n'existe même plus. C'est-à-dire que on a l'impression d'être dans un tel mouvement d'être dans le sens de l'histoire. Tu sais, j'emploie souvent ce terme de sens de l'histoire. Ouais. Et on a les gens qui sont avec nous, on a les gens qui sont derrière nous. Je reçois un nombre de messages. Écoute, c'est incroyable parce que je pensais pas que ça puisse faire autant de bien. Donc tu vois, je m'amuse à faire en fin de nuit parce que je travaille beaucoup la nuit. Entre 3 et 4 heures du matin. Exactement. Je travaille exactement entre 3 et souvent 6 heures, 7 heures pour emmener les enfants à l'école. Et de temps en temps, à 6h30, quand j'ai fini de travailler, j'ai tout envoyé à mes collaborateurs, et merci ChatGPT. Mais je sais quoi lui dire. Ouais, c'est bien, tu me promptes bien. Je le prompte bien, et il me connaît, et il connaît bien le truc, donc il se trompe pas. Mais je finis, tu sais, je finis toujours par une espèce d'envolée lyrique un peu philosophique sur le sens de la vie, le sens de l'histoire, le sens de où est-ce que je vais, où est-ce qu'on va, pourquoi on vit, pourquoi on est sur cette terre. Alors, où est-ce qu'on va, tiens, où est-ce qu'elle va cette Alors toi, tu es producteur de pistache, il y a la filière pistache, mais comment tu vois les choses, toi? Alors là, je vais faire un luxe absolument fabuleux, que je vais mettre une bûche dans la cheminée. Ah oui, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, effectivement, on est devant une très très belle cheminée. Ouais, belle non, mais utile, et ça, le feu de cheminée, ça aide à penser. Le feu de cheminée, ça aide à réfléchir. Exactement. Et comment tu vois les choses? Tu te dis, j'aime bien ce que tu dis sur le sens de l'histoire, parce que souvent dans le sens de l'histoire, il y a la petite histoire et la grande histoire, et les choses deviennent grandes quand la petite histoire rencontre la grande histoire. Toi, à ton échelle, comment tu vois les choses? C'est-à-dire, tu te dis, j'aurais réussi si quoi, on aura réussi si quoi sur la pistache. Alors, tu sais que c'est très intéressant que tu me poses cette question, parce que je suis depuis 1 an ou 2, je suis très inquiet, en fait, un peu comme la petite Delphes qui n'aurait plus de vision. D'accord. Et j'ai beaucoup de mal pour la première fois, j'ai beaucoup de mal à me projeter pour mes enfants, en fait. Ok. C'est-à-dire, je n'arrive pas je vais te dire, en fait, la vision que j'ai aujourd'hui, la plus, pas pessimiste, mais qui pourrait se rapprocher le plus de, tu vas me dire, dans 100 ans, par exemple, où est-ce qu'on en est. Ouais. Je te citerai 2 films. Et il y en a un qui revient à la mode parce que c'est un nanar, mais qui en fait, le réalisateur a dit, je pensais faire un film pour rigoler, et en fait, et non un documentaire. Ouais. Et ça s'appelle Idiocratie. Si, c'est Idiocratie, voilà. Idiocratie. Ok. Tu connais ce film? Non, je l'ai pas vu. Ah bah il faut que tu le vois, c'est fabuleux. Ok. Le président des États-Unis, le champion du monde de catch, quoi. Enfin, non mais si, c'est pour te dire Ouais. On est dans le documentaire. On est dans c'est ce que, voilà. Et ils sont tous en train de regarder l'émission préférée, c'est de se mettre un coup de pied entre les jambes. Tu vois, c'est l'émission préférée qui fait rigoler tout le monde. Tu vois, que tout le monde. Et en fait, ils en ont rien à faire de la planète. Tout est devenu
ils vivent sur des tas d'immondices, c'est pas grave. Terrible, ouais. Et ils arrosent les plantations, ils les arrosent avec du Red Bull parce que le Red Bull, ça donne des forces. Okay. Mais ils comprennent pas pourquoi ça pousse pas. Mais tu crois qu'on en arrive là? Non, bah, justement, il y a ce film-là qu'il faut regarder parce que c'est un nanar, mais qui te fait te poser des vraies questions, en fait. Ouais. Et il y a un autre film, je repensais à Elyséum, tu sais, j'ai retrouvé le nom, justement, où tu vas arriver avec une société de gens très riches qui vont se créer et qui cherchent déjà à se créer des univers autonomes, coupés du monde, tu vois, avec tout ce que la technologie va pouvoir apporter et la masse qui va survivre. Oui, il va y avoir une sorte d'atomisation un peu de la société. Entre, mais ça va. C'est déjà le cas d'ailleurs. Mais oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avancées technologiques sont fabuleuses, mais il faut avoir les moyens de se les offrir. Dans ce que tu dis en fait, j'ai un peu peur parce qu'on va vers un monde qui est complètement atomisé. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, grosso modo? Je ne dis pas qu'on y va. Je te dis que c'est une de mes craintes. Ouais. Mais je regardais hier les manifestations et les gens qui regardent la vie à travers le trou de la serrure, en fait, tu sais, ou qui regardent comme à Paris, tu sais, où tu vois pas à plus de 15 mètres devant toi, en fait, parce que tu as un immeuble, parce que tu as un bus, parce que tu as un truc. Et donc, tu n'as pas le temps, en fait, d'avoir une vision et tu n'as pas le temps de réfléchir, en fait. Parce que tu vas réfléchir à prendre ton bus s'il est là, ou à éviter la manif, ou à éviter ceci, ou à comment te payer tes impôts, ou tes charges qui ont augmenté de 50%. Enfin, c'est ce qui m'inquiète, en fait, c'est que il y a une on va pour moi je ne fais pas de politique et je suis élu au MEDEF depuis 2011. J'avais fondé le MEDEF Jeune, tu vois, donc parce que pour l'entrepreneuriat, pas pour le côté chef d'entreprise, patron du CAC 40. Hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'était toujours justement d'aider les TPE, PME, les MEDEF locaux. Tu vois, j'étais au MEDEF Paris, je suis toujours au MEDEF Paris, mais maintenant, j'interviens à l'UDE 06 et UDE 04. Et en fait, c'était d'aider les TPE, PME et les petites entreprises, justement, comme quand je te parlais de la Halle des Chefs et de Charles Martinelli, qui a de l'or entre les mains, mais qui n'a pas aujourd'hui la structure autour. Je viens lui apporter justement cette structure pour le libérer, tu vois, en lui apportant expert comptable, banquier, assistante, tout ce qui permet, finance, juridique et tout ça, le libérer pour qu'il puisse faire son art, tu vois, un peu comme un mécène qui aimerait. Et je fais pas ça pour l'argent, en fait. Alors c'est vrai qu'en plus, ce qui est génial, c'est que ça permet, tu vois, d'avoir cette distribution, c'est cohérent, c'est win-win, tu vois, pour les pistaches. Mais c'est surtout j'aime cette vision tu vois, on fait des digressions. Je vais arriver à ce que tu me poses comme question. Je pense que l'entrepreneuriat rend libre. Et en fait, les nouvelles générations sont beaucoup plus entreprenantes qu'autrefois où il fallait faire les études, rentrer dans la boîte à papa. Et j'ai écouté l'autre jour Olivier, comment il s'appelle, Olivier, j'ai oublié son nom. Lequel? Qui a écrit un livre où le travail ne paye Masson. C'est pas non, pas Masson, c'est Olivier. On retrouvera on va retrouver son. On le mettra le lien dans le. Et c'était très très intéressant ce qu'il disait. Je reviens sur ce que tu dis sur le business model éthique qui est hyper intéressant. De te dire, si je devais financer mon activité de pistachier et que je faisais uniquement ça, ce serait pas rentable, etc. Et donc il y a un peu un truc de se dire, la roue dont tu parles, dans laquelle je tourne, qui demande toujours un peu plus et plus et plus et plus. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie un peu entre... Alors, vivre de 100% de l'impact... Tu peux pas? Ou pas? C'est une question que je te pose. Toi, tu peux pas prendre le risque. C'est pas que tu peux pas. C'est que tu peux et pas, qui prend pas le risque, du coup? Alors moi, je prends pas le risque. Par exemple, moi, je prends pas le risque. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai consacré une partie de mon patrimoine dans de l'immobilier. Dans de l'immobilier qui me sécurise
justement. Pour pouvoir investir dans ce qui te fait sens, quoi. Exactement. Okay. Mais j'avais investi. Ma femme a travaillé 20 ans elle travaille toujours, elle travaille dans l'art. Et j'avais investi dans l'art. J'ai été obligé de vendre. Tu sais, j'ai fait. Qu'est-ce que quand les banques te disent non, et les banques te disent non, on n'investit pas dans le pistachier. Non, monsieur, débrouillez-vous. Tu vas vendre tes montres, tu vas vendre. Mais ça, c'est fou. Je reviens sur le sujet un peu parce que ce que tu fais, c'est quand même énorme. C'est-à-dire, tu produis de la pistache 100% bio, française. Alors là, c'est peut-être un peu naïf comme question, mais les banques devraient suivre, en fait. Il y a aussi mais non, maintenant, elle commence à s'y intéresser. Elle dit, maintenant que cette année, maintenant qu'on a fait notre première récolte, en fait, c'était très amusant parce que la première récolte, ça a été un peu comme le jour où ça fait 1 mois et demi que tu es un bon Américain et que tu as illuminé toute ta maison, tu as mis des fils partout dans ta maison, tout ça, t'as mis $10,000 de décoration sur le truc, et c'est le moment où tu branches, tu vois l'électricité, voilà, c'est exactement. Et là, tout le monde veut venir. Et c'est le moment où tu branches ta maison, et soit tu fais sauter le quartier, voilà, soit t'as la maison qui d'un coup s'illumine, et en fait, j'avais vraiment cette impression de gamin, en fait, qui a un peu le stress de dire ça va marcher ou pas. C'est ça, qui branchait, tu vois, avec la première récolte, de dire. Ça s'est bien passé. Quels vont être les fruits? Quel goût ça va avoir? La première fois que tu goûtes ta pistache, après toutes ces années, enfin, tu te rends compte, c'est magique. C'était quand la première fois que tu l'as goûté? Du coup, ça a été là. Oui. Avant, on avait déjà des impressions, et puis quand j'ai commencé à comparer avec celles des autres, et ça a été là c'est là que c'est devenu vraiment intéressant, parce que les espèces que nous on en a plantées, elles sont exceptionnelles. On a planté vraiment le top de la pistache grecque, la pistache de Bronté, tu vois, aujourd'hui la napolitaine qui est Bronté, parce qu'en plus on a mélangé avec de la terre qui vient de l'Etna. Incroyable. Pour le symbole, puisque ça va pas changer grand chose, mais comme ils ont vendu tu peux avoir ta pistache de Bronté, ils ont vendu l'appellation, ils ont libéré l'appellation, les Italiens. Donc tu peux faire du champagne, comme si tu pouvais faire du champagne australien, par exemple, et l'appeler champagne. Donc tu peux l'appeler pistache de Bronté. D'accord. Voilà, ça c'est tout nouveau. Voilà. Ok. Donc, et il y a une appellation pistache de Provence? Alors il n'y a pas d'appellation, puis il n'y a pas d'IGP, il n'y a pas d'appellation. Et on a le maire du village de Gréoux-les-Bains qui a monté une association avec des gens de Gréoux sur les pistaches de Gréoux-Valençol. D'accord. Et Paul Audan étant donc le président de l'association des pistaches de Gréoux-Valençol, qui regroupe les quelques producteurs du plateau de Valençol, de Gréoux-les-Bains. Et c'est plus tu vois, une association on va dire dans l'esprit touristique, comme le Calisson d'Aix, tu vois, il y a pas d'AOC ou de non, il y a vocation à avoir, ça pourrait être on en est au début. C'est ça, on en est au début, on va pas mettre les charrues devant les, je t'en ai déjà même trop dit. Ok. Après je vais encore me retrouver avec des articles dans la Provence. T'inquiète, personne n'écoute, on est entre nous. De toute façon, j'espère que mais ok, très bien. Donc oui, tu revenais sur ce côté. C'est la première fois que tu la goûtes, il y a un côté un peu. Et d'ailleurs, c'est magique. Est-ce que c'est un peu comme dans le vin ou dans le parfum où t'as des nez? C'est un métier qui existe pour la pistache? C'est le système de référence. En fait, c'est comme dans tout. Le vin, c'est pas bon. Mais quand tu as goûté 1000 vins, quand tu as goûté 2000 vins, tu vas pouvoir savoir lequel est bon et lequel est pas bon, ou lequel te plaît, lequel ne te plaît pas, c'est en fait le système de référence de ton cerveau. Mais si je te fais goûter un seul verre de vin, déjà tu vas pas trouver ça bon. C'est le référentiel en fait qui fait que tu... Exactement, c'est le système de référence. C'est ce que tu as dans la tête en fait. Et toi, tu en goûtes tout le temps du coup? J'en ai goûté et j'en goûte de plus en plus. Il y a des dégustations de pistaches. Alors il y a beaucoup de... Ça, c'est quelque chose, je me bats avec ma femme là-dessus. Ma femme est fan de truffes. En plus, ça tombe bien, on a des truffières ici. D'accord. Et qui sont
en conversion bio, puisque j'ai tout mis en conversion bio, même si tout est bio ici sur le domaine. Ouais. Il faut passer par l'étape, mais comme on s'y est pris très tard, voilà. Donc, mais tout est bio, de toute façon. Ouais. Et on a des truffières ici, et ma femme en fait est tellement fan de truffes que j'ai tout à la truffe. D'accord. Les chips à la truffe, les sauces, bon les sauces pesto à la truffe, comme tu as des sauces pesto à la pistache, t'as tout ça. Et je lui dis mais arrête de goûter tout ça, parce que tu vas te flinguer le palais. Le plaisir. Elle me dit non, pas du tout. Je lui ramène des truffes fabuleuses d'ici et elle me dit ah non, elles sont pas bonnes. Je lui dis mais écoute, en fait c'est parce que tu sais plus ce que c'est. C'est le challenge. Ça, mais c'est en fait là t'as le produit brut. Super. Ah non, je te le garantis que. Oui, mais parfois c'est vrai que t'as raison, quand le palais est habitué à un goût modifié ou à un goût, tu sais plus ce qu'est le vrai goût du produit, quoi. Je vais te dire, j'ai eu ça avec les madeleines. Tu sais, les madeleines, les madeleines en sachet. Là. Ouais, très bien. Quand tu étais enfant, on te donnait toujours les madeleines en sachet qui étaient tout chrétiens. Qui n'ont pas de goût, en fait. Qui n'ont pas de goût, tu t'étouffais avec. Et en fait, je n'ai jamais aimé les madeleines. Ouais. Et un jour, ma femme me fait goûter, parce qu'elle adore la nourriture, la gastronomie, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs dans mon restaurant. D'accord. Et en fait, elle m'a fait goûter une madeleine d'un chef. Mais exceptionnel. Mais ça n'avait rien à voir. En fait, c'est-à-dire que le vrai produit, en fait, il vaut mieux manger une madeleine et que en fait, en petit frais de trucs à bas de goût. Autant prendre du plâtre et boire de l'eau. Ouais. Mais les émissions de gastronomie ont fait beaucoup d'ailleurs pour ça. Pour démocratiser, justement, les gens se privaient de trois McDo ou de 3 pizzerias qui finalement coûtent le même prix pour aller se faire un restaurant bistronomique à Paris. Moi, mon premier restaurant bistronomique, on avait un chef qui a été étoilé en plus à l'époque, avant. Enfin, qui était étoilé avant de venir chez nous. On nous disait qu'on était trop cher. Entrée, plat, dessert, 26 €. Et on était dans le 6e arrondissement. Ça, on est en 2014. Pour te rendre compte un peu quand même. Et c'était... la bistronomie était géniale parce que ça démocratisait justement le côté gastro. Tu pouvais manger vite des choses qui étaient bonnes, qui étaient équilibrées, qui étaient saines. Et j'ai vraiment pris goût, tu vois, au fait de manger peu, mais manger bien. En fait, comme je suis un peu bizarre comme garçon, puisque j'offre des vaches pour la Saint-Valentin à ma femme. C'est sympa. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est un McDo. C'est une fois par an. Et bon, maintenant, c'est même plus McDo parce que c'est tellement infect qu'on peut pas. Mais c'est un burger, c'est burger frites, c'est pour la Saint-Valentin, tu vois. Comme c'est une fête commerciale, de toute façon, autant la jouer jusqu'au fond. Exactement. Et donc, voilà, c'est pour te donner un peu le. Alors, je sais pas si on a répondu, parce qu'on en parlait vraiment de beaucoup de choses. Ouais, écoute, non, l'idée c'était vraiment. J'ai une question à te poser, ce qui est un peu. En tant que serial entrepreneur que tu es, tu te dis, ou tu le fais au feeling, là, tu te dis, fort de tout ce que tu as fait sur la pistache, est-ce qu'il y a des sujets, des tendances, des filières, des boîtes que tu regardes en te disant, tiens, là, c'est intéressant parce qu'on constitue un truc qui est plus grand que juste moi, producteur de pistache? Alors, tout à fait. Tu fais bien de me poser cette question parce que j'y pense régulièrement. L'énergie m'intéresse beaucoup. L'énergie, l'autosuffisance. Le fait d'être autonome parce que il y aura un de ces quatre, un énorme scandale sanitaire au niveau de l'eau potable du robinet, parce que il y a énormément d'endroits déjà où l'eau n'est quasiment plus potable et les canalisations n'ont pas été entretenues et tu sais pas vraiment ce qui sort du robinet, quoi. Et on va y arriver et c'est déjà prévu. Ça. Je fais pas l'oiseau de mauvais augure, mais tu vois, il faut même déjà utiliser des filtres pour ce que ça vaut, mais tu vois ça. Déjà le principe de l'eau,
et de la maison, autonome. Ouais. Parce que moi j'aime pas la façon dont les choses sont faites comme elles sont aujourd'hui. Ouais. Je préfère investir et être autonome et ne devoir payer que ma taxe foncière et basta, tu vois. Donc en production autonome, de produire, produire aussi bien tout ce qui est parti agro, mais ce qui est parti d'être autonome énergétiquement parlant. Exactement. Et l'eau est aussi une grosse. L'eau est quelque chose. C'est des enjeux et il y avait une source à vendre il n'y a pas longtemps là, du côté d'Aix, c'était intéressant. Ça te titille. Ouais, ça me titille. Ouais, bien sûr que ça me titille, mais tu sais, l'eau en Provence, c'est sacré. Enfin, mais c'est une bonne transition. Exemple, tu disais très bien, il pleut pas ici. T'as 30 hectares, presque 40, etc. 40 hectares. Le solaire, par exemple, était quelque chose qui t'intéresse dans une logique le solaire est la prochaine étape. Dans les fonds, la prochaine levée de fonds. Enfin, la levée de fonds, on va faire une levée de fonds. Le solaire est inclus dedans. Ouais, bien sûr. Ok. Je vais être complètement autonome là-dessus. Autonome. Oui, bien sûr. Je veux pas qu'on puisse me couper l'électricité. Ça, c'est la notion en fait ça, c'est ma grand-mère libanaise qui coule le sang libanais du côté de ma grand-mère qui coule dans mes veines. J'ai la peur de manquer. D'accord. Et moi, j'ai une terrible peur de manquer. C'est vrai. Je suis quelqu'un de généreux mais qui a peur de manquer. Donc je peux pas faire les choses à moitié. Il faut toujours que je en fasse trop, quoi. Ouais. Dans oui, mais c'est lié à l'intensité aussi. Il y a un côté aussi. Ouais. Et pour ce que tu me disais, oui, dans les sociétés que je regarde, en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé que le côté déjà notoriété, la petite notoriété, je me mets pas en avant, mais je mets des projets en avant, parce que le personal branding ne m'intéresse pas, tu vois. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est parler des projets. Ouais, en fait. Bien sûr. C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Bien sûr. Même si je suis quelqu'un de super et que tu avais absolument envie de me rencontrer. Mais tout à fait. Moi et les auditeurs et les auditrices. Voilà exactement. Maintenant, nous te connaissons. Voilà. Un peu. Non, c'est surtout me mettre en avant pour vendre un projet. Ouais. Pour mettre en avant une histoire. Pour raconter, tiens, cette entreprise, elle fait quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Mais ils ont le savoir-faire et je vais le faire savoir. Ouais. Et ça aujourd'hui, je fais pas ça pour que ça me rapporte de l'argent. Ouais. Je fais ça pour qu'en fait mon groupe soit une espèce de mise en avant des savoir-faire. Voilà, sans que ce soit quelque chose de commercial en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas, je vais pas créer les Damat Awards, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je te dis n'importe quoi, mais c'est pas. Tu vois, on m'a proposé de faire l'émission, de qui veut être mon associé. Ouais. Jamais de la vie. Je connais très bien en plus des gens dedans qui la font. Ouais. C'est du show business. Moi, je suis un producteur de télévision. Je suis derrière. Ouais. Je suis derrière la caméra, je suis pas devant. T'es un faiseur, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Je suis un bâtisseur. Moi, tu sais, je suis plus un bâtisseur de cathédrale qu'un prêtre. J'aurais eu un peu de mal. Mais Saint-Charles de Foucault, tu sais. C'était un gros fêtard avant. Exact. Ouais, tout à fait. Je crois que ce sera le mot de la fin sur bâtir des cathédrales. On va rester là-dessus. Moi, j'ai passé un moment passionnant. Merci pour ta sincérité. Merci à toi. Et de m'avoir ouvert les portes du domaine magnifique. J'en suis vraiment très très reconnaissante parce que c'est vraiment un lieu magique et je confirme effectivement que le temps s'arrête un peu. Donc merci de nous avoir reçus au domaine du Clos de Venson. Si vous ne connaissez pas, vous qui nous écoutez, je vous invite grandement à venir découvrir ce lieu magique et tout ce qu'il offre. À titre personnel, je retiens cette belle métaphore, on va dire, de la vie qui est investir dans le futur, c'est parfois planter un arbre, en l'occurrence un pistachier, pour récolter dans quelques années plus tard, de 7 à 8 ans ou 10 ans. La pistache bio française, tu l'as très bien dit, n'en est qu'à ses débuts, mais tu nous ouvres une réflexion que je trouve assez intéressante, qui est de se dire comment effectivement on peut produire et contribuer à des filières locales, souveraines, résilientes, durables, à l'aune de ce que fait un peu aussi la Compagnie des Amandes dans un autre domaine. Et François Moulias, que tu connais bien, je crois. Oui, cher François. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans Capital Social. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme préférée, le partager si vous pensez que d'autres doivent entendre cette vision du futur. Charles César, merci. Un grand merci pour cette discussion. Ça fait du bien de discuter, de réfléchir et on pense encore
à de nouvelles choses. Super, c'est le but d'inspirer. Merci aussi à toute l'équipe de One2One2 qui rend ce podcast possible. Moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Merci beaucoup. Un grand merci. J'étais sur le point de mettre un point final au montage de ce podcast et tout d'un coup, breaking news, j'ai appris une nouvelle qui potentiellement risque de révolutionner les modèles agricoles ou tout du moins le financement des modèles agricoles en France et dans le monde. Le mieux pour découvrir un peu cette breaking news qui sort aujourd'hui même, c'est que Charles César vous en parle directement. Charles César, bonjour. Écoute, merci beaucoup Nathalie de me donner l'occasion justement de m'exprimer à ce sujet. C'est que en fait, dans le contexte aujourd'hui actuel, les agriculteurs ont des grosses problématiques de financement. Les banques ne financent généralement que leur CAPEX et ils ont besoin d'avoir 3 ans de recul. Ils ont besoin de beaucoup de garanties que souvent les agriculteurs n'ont pas. Les financiers, eux, en face, aiment les investissements à courte durée et à rentabilité immédiate. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, en partenariat avec Thomas Dupaty-Declam et sa plateforme Davency, de tokeniser un premier hectare de pistachiers, des pistachiers de 5 ans qui sont déjà en production, pour une valorisation d'1 million d'euros. Voilà, cette tokenisation va me permettre de financer le reste de mes plantations et ainsi d'améliorer notre projet si merveilleux. Donc, fort de la liste d'attente de nos clients, pour les 5 prochaines années, on est assez confiant et on va faire ça sous forme un peu d'obligation qui serait sur 3 ans rémunérée à 8% mensuellement. Donc la liste sera vite, à mon sens, sera vite remplie. Voilà, je voulais t'annoncer ça aujourd'hui et je suis très heureux parce qu'en fait c'est le secteur primaire, tu vois, agraire qui relie la vision du futur. Et écoute, merci en tout cas et merci de m'avoir permis d'annoncer ça à ton micro.